à toutes pour ce nouvel épisode de Femmes d'Impact. Aujourd'hui, nous recevons une militante infatigable des droits des femmes, une figure émérite du droit ivoirien. Il s'agit de Maître Geneviève Diallo. Maître Geneviève Diallo a présidé l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et aujourd'hui dirige le réseau Paix Sécurité dans l'espace CEDEAO. Aujourd'hui, nous parlons de leadership féminin, mais nous parlons aussi de courage, de participation politique des femmes, de réformes législatives. Alors, chers internautes, je vous demande d'être attentifs et surtout de tirer profit de l'expérience extraordinaire d'une femme de courage, d'une femme de terrain et d'une femme qui a dédié sa vie à la défense des plus vulnérables, à la défense des droits des femmes. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Alors, nous sommes honorés de vous avoir dans cet épisode. Alors, vous qui êtes une figure émérite du droit, mais aussi de la justice sociale, est-ce que nous pouvons avoir votre parcours? Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette défense des droits des plus vulnérables? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce travail que vous faites? Merci. Quand j'ai terminé mes études de droit, que j'ai terminé en France, j'ai travaillé à la banque, au moins pendant une douzaine d'années. Mais dans mon esprit, je devais être avocat. Donc après 12 ans, j'ai préparé le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et j'ai commencé à exercer la profession d'avocat. Et j'avais en esprit d'apporter le droit aux populations les plus vulnérables, aux femmes qui ne savent pas lire, aux jeunes filles qui ne savent pas lire. Et il y a une association qui existait, c'était l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, qui est la première association qui a été créée en 1985. Et quand je suis arrivé en 90 ou 2000, là, je dis, bon, voilà une association qui m'intéresse. Et j'ai adhéré. Aussitôt, j'ai commencé à occuper les postes de responsabilité au sein de l'association. J'ai commencé par être coordonnatrice et puis en 2000, j'ai été présidente de l'association pour un mandat de 4 ans. Et mon objectif, c'était d'amener plus de jeunes filles dans cette association-là, parce que c'est ce qui permet à une association de vivre plus longtemps. Et pendant mon mandat, en tout cas, j'ai travaillé sur la présence des jeunes filles dans cette association, qui aujourd'hui vraiment est devenue une association incontournable. Et ce qui m'a marqué au cours de ce mandat, c'est la relation avec la Fondation Friedrich Ebert. Très tôt, j'ai eu une bonne relation avec cette fondation, avec son premier représentant qui était à cheval à Abidjan et Lagos, là. Et j'ai continué d'avoir des relations avec tous les représentants qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Et donc, ce qui nous a marqué au niveau de cette association, c'est que très tôt, nous avons fait en sorte d'obtenir le statut d'observateur de la Commission de l'Union africaine. Et aujourd'hui, cette association est observateur à la Commission de l'Union africaine. Et puis, nous avons élaboré des guides pour vulgariser le droit sur les successions, le mariage, la famille, le droit du travail, etc., en langage simplifié. Et nous avons, à cette époque, fait des CD en langue. Les spécialistes de l'université, nous avons réussi à mettre en langue ce guide juridique en sénoufo, en baoulé, en bété et puis en malinké. Et vraiment, c'était bien. Et j'avais approché l'ambassade de Chine pour qu'ils nous donnent des radios, parce que les femmes nous ont dit « Hey, vous avez traduit, mais il nous faut des radios parce que les radios, ce sont nos époux qui les utilisent. » Donc, on était sur ce schéma-là. Et puis, bon, après, j'ai quitté l'association des femmes juristes. Mon mandat était fini, c'était un mandat de 4 ans. Et le RESPECO a été créé. On m'a dit, ah, comme tu as fini là, il faut aller présider le RESPECO. C'est comme ça que on a fait les statuts du RESPECO, on a fait l'AG et j'ai été élue présidente du réseau Paix Sécurité pour les femmes de l'espèce CEDEAO, qui est en fait une initiative de la CEDEAO. Parce qu'en raison des conflits et de la vulnérabilité des femmes qui sont touchées par les conflits, les femmes et les jeunes, la CEDEAO a entendu mettre sur pied un réseau de femmes pour vraiment assurer la protection, pour faire la vulgarisation, travailler sur la paix. Et c'est comme ça que ce réseau a été créé en 2009 avec toutes les femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel
mais également les femmes lusophones. Et donc, il était mis en place et la première présidente était à Abidjan. Le siège était à Abidjan pendant 7 ans. Et après, le siège est parti à Dakar. Et actuellement, le siège est toujours à Dakar, mais on a changé de présidente qui est une lusophone maintenant. Donc après deux francophones, c'est une lusophone qui a su la présidence. Et je suis rapporteur au niveau régional du réseau. Et donc pendant que nous travaillions, même avant la naissance du RESPECO, nous avons accompagné les accords politiques d'Accra. Parce que le RESPECO est venu après. Le RESPECO est venu après. Donc, déjà avec les femmes, nous nous sommes mis ensemble et nous avons travaillé pour que les femmes puissent être impliquées dans les accords politiques. Accra, les accords politiques de Johannesburg, les accords politiques de Ouaga et tout ça. Et donc, c'était organisé en sorte qu'on n'était pas invités. Mais nous sommes partis de l'expérience du Libéria. Nous avons fait venir quelques femmes du Libéria pour nous dire comment elles ont réussi à intégrer les accords pour arriver à la paix au Libéria, parce que ce sont les femmes qui ont réussi à obtenir la paix au Libéria. Donc, elles nous ont montré leur stratégie et tout. Et donc, quand les hommes sont partis à Accra 1, nous nous sommes organisés pour partir. À Accra 2, Accra 3, en tout cas, les femmes se sont organisées pour partir, pour pouvoir être impliquées dans les accords de négociation. Il a fallu le faire. Et nous avons fait la même chose après les élections de 2010. Nous avons fait la même chose. Et comment? Nous sommes partis avec ONU Femmes cette fois-ci. Nous avons préparé un appel aux Nations Unies, puisqu'on ne pouvait rien dire ici. Donc, nous avons préparé un appel et lorsque nous sommes arrivés à Addis Abeba, il y a eu une formation avec des échanges d'expériences avec la RDC, la Guinée et les pays qui avaient connu le conflit avant nous, l'Ouganda et tout ça, le Rwanda. Et donc, après les échanges d'expériences et de formation, nous avons lancé l'appel au niveau des Nations Unies pour dire qu'il ne faut plus utiliser les armes lourdes sur la Côte d'Ivoire. Et avant cela, les femmes de l'Afrique ont organisé un déplacement des femmes ivoiriennes à Abuja. Elles ont payé nos billets, nos chambres d'hôtel et tout ça. Et nous sommes partis, nous étions 3. Nous sommes partis à Abuja. Et à Abuja, la stratégie, c'était de rencontrer les chefs d'État. Il y avait la conférence des chefs d'État. C'est ça. Donc la nuit, on a travaillé tout ça, on a préparé le discours, ce que nous devions dire. Et puis le lendemain, à 6 heures du matin, on a marché. On a quitté nos chambres, on a marché jusqu'au lieu de la conférence. C'était fermé. Jusqu'au lieu de la conférence, elles nous ont fait des t-shirts orange, blanc, là. Donc on a porté nos t-shirts et nous sommes venus à la conférence des chefs d'État. On était dans la salle. Il y avait les représentants de la Côte d'Ivoire qui étaient là, qui représentaient le président de la Côte d'Ivoire, et puis il y avait d'autres chefs d'État. Et puis on était là. Et puis, ils ont fini leur conférence, ils étaient en train de partir. Les femmes là disent non, ils ne vont pas s'en aller. Elles les ont pourchassées. Les femmes du Libéria, celles qui ont l'habitude, là, elles les ont pourchassées dans le couloir pour dire « Ah, les femmes sont là, les femmes veulent donner un message. » Et donc, ils sont revenus. Ils sont revenus et puis on a donné notre message, on l'a lu. Et puis après ça, chacune est repartie dans son pays. C'est lorsque nous sommes arrivés ici qu'on a vu que tout était grave. Hein? Donc chacune de nous est revenue dans son pays. Moi, je suis arrivé le 30 mars et je ne suis plus sorti de chez moi, mais j'ai communiqué à les radios. On a une qui est partie directement sur le Sénégal. Elle a attendu la fin pour revenir. Nous étions 2 qui sommes revenus à Abidjan. Mais bon, on est resté dans nos maisons hein, après ça. Donc ça, c'est notre parcours, ce que nous avons pu faire entre les accords de Ouaga, après la crise post-électorale. Et pendant la crise post-électorale, nous avons rencontré les différentes parties prenantes à Abidjan d'abord. On a commencé par là, nous les avons rencontrées, échangé avec elles, et puis voir comment faire pour que ça cesse. Voilà, nous avons rencontré les forces de défense et de sécurité, les chefs d'état-major, le commandement des gendarmeries. Nous avons rencontré les femmes politiques aussi, les différents partis politiques. Et puis après ça, maintenant, nous sommes partis à
à Abuja, à Addis Abeba, après Addis Abeba, à Abuja. Merci, maître. Je vous en prie. Alors, je pense que de votre explication, de tout ce parcours, on sent bien l'impact des femmes ivoiriennes, on sent l'implication des femmes ivoiriennes dans la résolution des crises. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette participation est souvent invisibilisée? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est mise en avant comme il se le devrait? Non, bon, tout ce qu'ils ont mis en avant, c'est que les femmes ont nourri les hommes pendant la crise. Mais la participation des femmes, ils ne la mettent pas en avant. Ils ne la mettent pas en avant. Donc, il y en a parmi nous qui ont commencé à écrire pour que nous ayons des traces. Et je pense que quand elles auront fini d'écrire, nous pourrons avoir des traces de ce que nous avons fait. Parce que tant qu'il n'y a pas d'écrit, les paroles se volatilisent. En fait, c'est ça. Donc, on ne se rend pas compte de ce que les femmes ont fait, sauf à dire qu'elles nous ont nourris. Bon, exactement. Voilà un peu. Donc, on a ce rôle reproductif de la femme qui est mis en avant, quand bien même, vous l'expliquez très bien, vous avez été au cœur de tout ce processus. Alors, maître, moi, j'aimerais vous demander aujourd'hui, vous parlez de transmission, mais vous parlez aussi de leadership féminin. Pour vous, c'est quoi le leadership féminin? Je pense que le leadership féminin, en ce qui me concerne, c'est vraiment la collaboration. La collaboration, mettre les femmes en confiance pour que la femme elle-même ait confiance en elle-même et qu'au niveau de ce qui est collaboration, elle puisse collaborer si elle est présidente d'un réseau, d'une association, qu'elle puisse collaborer avec chacun des membres de son organisation et puis qu'elle puisse partager et qu'au niveau de la prise de décision, qu'il y ait une délégation. Délégation pas totale, mais il faut quand même une délégation. Il ne faut pas tout concentrer sur soi-même. Moi, je suis la personne qui aime déléguer et je ne contrôle pas derrière. Parce que comme on m'a enseigné et comme je l'ai appris dans mon passé, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, systématiquement, je délègue, mais je contrôle. Voilà. Et je pense que chaque femme leader devrait pouvoir le faire. Devrait pouvoir agir de cette façon et faire la promotion des membres. Faire la promotion des membres, ne pas vouloir tout garder, mais former. Et au fur et à mesure, vous faites leur promotion. Et je pense que c'est ça le leadership féminin. C'est comme ça que je le comprends. Alors, maître, quand je vous entends parler, je ressens beaucoup de sororité, on pourrait le dire ainsi, mais beaucoup encore une fois, de transmission et d'héritage. Et j'aimerais savoir, vous qui avez guidé en griffe l'Association des femmes juristes, une association qui a fêté ses 40 ans il y a quelques années, quel est votre plus beau souvenir en matière de réforme juridique ou légale? Réforme juridique, c'est la loi sur l'excision qui est passée pendant cette période-là, la loi sur l'excision. Et puis, le code de la famille, on avait déjà commencé à travailler sur les dispositions du code de la famille. C'est vrai qu'on n'a pas un code, on a des lois éparses à l'intérieur, mais on avait déjà commencé à travailler. Et je pense que c'est un beau souvenir. Et un peu plus, on a commencé à travailler sur la loi. On a travaillé la loi sur le quota au moins 10 ans, avant qu'elle ne voie le jour. Pendant 10 ans, on était dessus, une autre loi, on refait, jusqu'à ce qu'elle soit mûre et qu'on puisse arriver à la voter en 2019. On a commencé 10 ans avant. Donc, ça s'est réalisé au bout, mais de manière imparfaite, parce qu'il faut encore continuer le plaidoyer pour l'améliorer. Mais au moins, on l'a eu. C'est ça. C'est important. Au moins, on l'a eu, parce que quand on l'a eu, certains disaient « Oh, on ne peut pas accepter cette loi. » On dit « Non, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Essayons. Et puis, à l'essai, si ce n'est pas bon, on va commencer à refaire des plaidoyers et tout ça pour une meilleure amélioration de cette loi sur le quota. Parce que ce qu'on veut, c'est la parité. Parité. Mais comme ce n'est pas possible, on a commencé par le quota. C'est ça. Alors, le chemin semble long, hein? Il semble long. C'est long pour arriver à l'égalité. Le chemin est long. Quel conseil vous pouvez donner à une jeune juriste? Parce que vous parlez beaucoup
de formation, d'outiller celles qui arrivent, de leur donner des responsabilités. Mais nous, on est souvent impatientes. Et avec ce Oui, moi, je parcours-là... pense que la jeune juriste qui arrive dans une association, elle vient de l'université. On n'apprend pas ça à l'université. C'est ça. On n'apprend pas la vie associative à l'université. On n'apprend pas à l'université comment se comporter, comment faire un discours, comment faire une synthèse, peut-être synthèse des cours, comment est-ce qu'il faut, il faut s'adresser à une population non alphabète. On fait comment? Ça ne semble pas à l'école. Donc la jeune juriste qui arrive, elle doit apprendre sur le temps. Elle apprend, il y a des formations qui sont données. Donc, il faut qu'elle s'inscrive à ces formations, en principe qui sont gratuites, et qu'elle accepte d'occuper certains petits postes. Au fur et à mesure, elle va grimper tout en se formant. Parce qu'il faut se former aussi. Quand on arrive dans une association de professionnels, parce que c'est une association de professionnels, ce n'est pas une association comme ça, c'est une association de professionnels. Vous avez affaire à des notaires, des avocats, des commissaires de justice et tout ça, des juristes d'entreprise. Vous sortez de l'université, vous arrivez, vous ne connaissez pas encore beaucoup de choses, donc vous devez apprendre. Parce que même quand on parle des différents droits, droit de la famille, mais il y a le droit appliqué aux populations. Comment faire passer le message pour que la femme qui est au village comprenne ce que tu veux dire. Je me souviens une fois, on animait un atelier, c'était à la mairie de Trècheville, et il y avait des femmes, elles n'avaient pas lu, elles dormaient. Et puis je dis, mais vous dormez. Mais maman, votre français là, on ne comprend pas. Hein? Donc pour dire qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut diluer le langage juridique, sinon les gens ne comprennent pas. Donc tout ça, ça demande vraiment des temps d'apprentissage aussi. Je pense que vous avez rebondi sur la question que je voulais poser, qui était de savoir justement comment vous avez amené le droit aux populations. Et je crois que c'est dans l'adaptation, dans cette capacité de s'adapter aux réalités et aux besoins même des femmes rurales. C'est ça. Bon, nous avons amené le droit d'abord en le simplifiant. C'est ça. Voilà, en le simplifiant, comme je vous ai dit, on a élaboré des manuels, mais les manuels, elles ne savent pas lire, on ne peut pas aller lire les manuels. Donc le droit à la population, on l'a simplifié. On simplifie le langage pour expliquer. Et puis si parmi nous, il y en a qui parlent l'ethnie de la zone, bon, elles vont parler l'ethnie pour que les populations comprennent les conditions du mariage, les conséquences, etc. Il faut expliquer. Mais ce qu'on a fait aussi au début, on a formé ce qu'on appelle les parages juristes. D'accord. Ce sont des femmes qui ne sont pas des juristes, mais qui sont dans leur communauté. Dans leur communauté, donc qui parlent la langue, qui parlent un peu le français. Donc on les a formées pour qu'elles puissent transmettre le message plus facilement. Voilà, donc on a formé des parages juristes et c'est ce qui nous a aidés à faire passer le message. Alors, maître, moi, j'aimerais vous demander, aujourd'hui, avec tout le travail que vous avez fait, est-ce que vous pensez que les VBG, donc les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, avec leur prévalence, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui reste à faire en termes de défis contre ces violences-là? La violence est un cauchemar. Oui. Je pense aux violences sur les gens. Chaque fois, j'écris quand on me donne le nombre et tout ça. Pendant longtemps et toujours encore aujourd'hui, on a fait la sensibilisation pour que les victimes dénoncent. Et vous savez, dans notre contexte, les gens ont peur de dénoncer. Ils ont peur de dénoncer. Donc, c'est ce qui a fait que les VBG, le nombre a augmenté. Mais maintenant, depuis ces dernières années, les victimes commencent à dénoncer. Elles commencent à dénoncer et le fait de dénoncer va réduire les VBG. Parce que les VBG, tant que tu ne dénonces pas, on ne punit pas. Si on ne punit pas, il n'y a pas d'exemple. Exactement. C'est la punition seule qui peut faire réduire les VBG. Moi, c'est le défi, ça. Il faut qu'on sanctionne. Il faut que les gens aient le courage de dénoncer. Il ne faut pas que les mamans soient là. Il faut laisser dans les cours, c'est ton cousin, c'est ton mari. Dans les cours communes, là, ils font que des bêtises.
faut pas, c'est ton frère, tu vas le mettre en prison, etc. Mais elle, sa vie est gâchée. C'est ça. La petite de 7 ans, 8 ans, là, sa vie est gâchée. Donc, il faut que les gens aient le courage et les mamans, là, de faire dénoncer. Si on dénonce, on sanctionne et quand les autres voient, ils font attention. Moi, c'est le seul défi, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution en matière de VBG, là. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur vous. Vous, en tant que professionnel, du droit, en tant que membre actif de la société civile, mais surtout en tant que femme d'impact, est-ce que vous avez ressenti un jour le syndrome de l'imposteur? Parce qu'à vous entendre parler, on a l'impression que vous avez une assurance qui n'a jamais failli. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce syndrome-là, de ne pas se sentir à sa place, comme certaines femmes le ressentent, ou le plafond de verre? Non, moi, je n'ai pas ressenti parce que naturellement, même, bon, je suis comme ça, je ne l'ai pas ressenti. Hein. Moi, je n'ai pas ressenti. J'ose. Ça. Voilà, j'ose et puis j'aime travailler. Et ça, c'est important. J'aime arriver où je vais arriver. Donc, pas trop de bruit, mais être dans l'efficacité. Et donc, non, moi, je n'ai pas ressenti ça, personnellement en tout cas. Parce que nous, déjà, à l'université, on n'était pas beaucoup de filles de notre promotion. Notre promotion n'a pas beaucoup de filles. Du lycée où j'étais, je me suis retrouvée peut-être la seule à l'université. Les autres sont partis ailleurs. Mais on était 4 filles. On se promenait ensemble. Et puis après, quand il y a eu le bac, bon, je ne sais pas où elles sont parties, je me suis retrouvée seule. Et après, à la fac, on n'était pas beaucoup aussi. Donc déjà, bon, on avait appris à se battre au milieu des garçons. Ils étaient les plus nombreux, mais on ne se laissait pas faire. On nous avait surnommé les rats de bibliothèque. Donc on travaillait, ce qui fait qu'on a gardé cette attitude. Voilà, de vouloir toujours mieux faire et de bien faire. Et même quand j'ai été à la banque, j'étais la seule femme au comité de direction. Donc bon, c'est l'habitude en fait. Donc, je comprends. Vous comprenez, non? Donc ça ne m'a jamais dérangé en fait. Alors, chers internautes, nous sommes en train de tirer sur la fin de notre épisode. Moi, j'aimerais encore poser peut-être 2 questions à Maître Diallo parce que c'est pas tous les jours qu'on peut vous avoir. Moi, j'aimerais vous demander, Maître, aujourd'hui, peut-être toute indiscrétion mise à part, est-ce que vous pensez à une carrière politique? Parce que c'est souvent on va dire, la suite logique à un tel engagement et à une telle passion. En fait, je ne pense pas à une carrière politique. Ça ne fait pas partie de mes projets. Voilà, ça ne fait pas partie de mes projets. Peut-être une carrière dans une institution à la limite, mais pas politique. Pas politique. D'accord. Alors, je pense qu'on peut revenir peut-être sur la collaboration avec la Friedrich Ebert. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle continue cette collaboration avec le réseau? Quelles sont les perspectives, surtout sur la résolution 1325 et sur la médiation des femmes ivoiriennes? Les perspectives sont bonnes avec la fondation Friedrich Ebert. Je vous dis, c'est depuis 2000 que je les connais, donc j'ai fait beaucoup d'activités avec cette fondation-là. Et avec le RESPECO, nous avons travaillé sur les VBG. Nous avons travaillé sur l'appropriation du premier plan national de développement, le PND, là. Et puis, nous avons travaillé sur la résolution 2250 des jeunes. C'est ça. Au début de l'acte des attaques de Grand Bassam. Là. Après ça, nous avons fait sortir un manuel sur la 2250 et la 2224, je crois. C'est ça. Voilà, des femmes. Et sur la résolution 1325, nous avons également travaillé avec la Fondation Friedrich pour faire de la sensibilisation, de la formation sur les piliers de cette résolution, prévention, participation, protection et puis résilience. C'est ça. Sur ça. Et puis au niveau de la médiation, j'avoue que en dehors des médiations sociales et politiques, parce que moi j'ai fait des médiations sociales entre les anciens chercheurs de l'université là, qui étaient en grève, on a fait de la médiation pour les rapprocher du président de l'université et des doyens, là, parce qu'il y avait un problème avec eux.
Nous avons fait la médiation sociale avec les syndicats des fonctionnaires il y a quelques années, là, où c'était vraiment difficile pour les syndicats des fonctionnaires et la médiation avec les enseignants primaires publics. Les syndicats des enseignants primaires publics, on a fait la médiation aussi avec eux pour les ramener, pour essayer de régler tous ces points-là. Donc voilà, la médiation, bon, on l'a fait, hein. On continue ici, on s'implique dans la médiation. Souvent, on ne nous demande pas, mais on s'implique. Quand il y a un conflit, on essaie de s'impliquer pour essayer de ramener les parties à un rapport consensuel. Donc, on voit bien qu'il y a cette envie justement de pouvoir concilier des parties. Et je retiens surtout que même lorsque vous n'êtes pas forcément sollicité, il y a cette notion d'oser, cette notion de s'inviter aussi à cette table de discussion. Si vous devez donner un dernier conseil, un dernier mot de tout ce que on s'est dit aujourd'hui, que devrait retenir une femme tout simplement? Je pense qu'il faut retenir le mot oser. Oser. Oser et puis partager. Les deux verbes-là. Oser et puis partager son expérience à d'autres. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Mais je crois aussi que pour partager son expérience, il faut en avoir. Et aujourd'hui, nous avons eu une invitée qui a de l'expérience. Nous n'avons même pas pu en tirer assez profit, mais on remercie Maître Diallo pour son intervention. Nous, on la garde en tout cas près de nous pour plus de conseils. Et il faut oser, mesdames, il faut s'inviter, il faut travailler et surtout, il faut transmettre tout ce que vous avez pu gagner au fil de vos passions. Merci beaucoup. Je vous remercie.